tous, nous sommes toujours au Salon des entrepreneurs, toujours en direct sur YouTube et toujours pour faire un point sur le statut juridique. Mais cette fois avec Denis Barbarossa, expert comptable chez Accomplice. Bonjour Denis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors le salon de l'entrepreneur est dédié aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes pousses. Alors le statut auto-entrepreneur est à ce titre souvent plébiscité. Votre avis sur la question ? Le statut d'auto-entrepreneur a un avantage énorme, c'est sa simplicité. C'est vrai que c'est un statut qui a connu un engouement très important. On a près d'1 million aujourd'hui d'auto-entrepreneurs immatriculés. Parmi les créateurs d'entreprises, plus de 50% font le choix de l'auto-entreprise, donc de l'auto-entrepreneur pour sa simplicité. Quelques clics aujourd'hui sur l'auto-entrepreneur.fr et vous vous êtes inscrit en tant qu'auto-entrepreneur. Ne pas oublier malgré tout de renseigner chaque mois son chiffre d'affaires, qui permet en fait de calculer très simplement ses charges sociales et ses charges fiscales. C'est vraiment l'avantage énorme du statut. Là où dans d'autres statuts, il faut un compte de résultat, il faut attendre la fin d'année pour avoir un bénéfice à intégrer en fait, et donc à soumettre aux charges sociales et fiscales. L'auto-entrepreneur, tous les mois, vous déclarez en ligne, en quelques clics, votre chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires sert de base au calcul des charges fiscales et sociales. Donc c'est vrai que c'est un avantage très précieux pour les entrepreneurs qui ne passent pas des heures à se questionner sur le niveau de charge requis ou non de leur activité. Ça a aussi un inconvénient, c'est que ce forfait, pour le coup, puisqu'on est sur une notion complètement forfaitaire, ne permet pas d'avoir d'outils de gestion, puisqu'on est sur une notion de pourcentage de chiffre d'affaires, de charges sociales. Quand bien même, on a peut-être plus de charges engagées pour pouvoir travailler, des frais de déplacement, des sous-traitants éventuels, de la communication, que sais-je. Donc c'est très avantageux cet aspect simplicité, mais ça peut être un inconvénient en termes de rentabilité, puisque pour le coup, cette notion de forfait sur une activité qui engage beaucoup de frais ne permet pas de dégager la marge nécessaire. Et alors, quelle est la différence entre le statut auto-entrepreneur et l'entreprise individuelle ? Alors justement, l'entreprise individuelle permet de sortir un vrai compte de résultat en faisant la différence entre ses produits et les charges. Donc pour le coup, quand on est entrepreneur individuel, on sort à la fin de l'année un bilan et un compte de résultat. Donc on a tous les chiffres, le chiffre d'affaires, tous les produits, on déduit toutes les charges et on en sort un bénéfice. Et ce bénéfice qui est taxé et qui permet donc de déterminer le niveau de charge sociale qui sera donc du coup imposé. Là où l'auto-entrepreneur pour le coup, lui, une fois encore, est complètement forfaitaire. Donc l'entrepreneur individuel déjà n'a pas cette notion de plafond puisque l'auto-entrepreneur a des plafonds d'activité de chiffre d'affaires. L'entreprise individuelle n'a pas de plafond, donc c'est un avantage et une différence majeure. Et en tout cas, permet de déduire ses charges, donc des frais de déplacement, de la communication, des sous-traitants éventuellement, que sais-je encore, et donc d'en déduire un bénéfice, et ce bénéfice sera taxé. Donc c'est une différence assez importante. Alors un autre statut qui est plébiscité aussi par les entrepreneurs, c'est le statut SARL. Quels sont les avantages et inconvénients de ce statut ? La SARL est un petit peu à la frontière entre la société pour le coup et l'entreprise individuelle, puisque dans la SARL, on a une vraie société qui, pour le coup, bénéficie d'un vrai régime patrimonial propre et donc fiscal. Donc on crée une société, on y met dedans un peu de capital, donc ce sera la responsabilité limitée pour le coup de cet entrepreneur, alors que quand on est entrepreneur individuel, on n'a pas de plafond en tant que tel à sa responsabilité. Et dans une SARL, vous avez le choix entre soit la gérance minoritaire et donc être assimilé à un salarié, sinon être gérant majoritaire et être assimilé à un TNS, un travailleur non salarié, et donc avoir le même régime que l'entrepreneur individuel. Mais dans une SARL, vous avez l'avantage de déduire des charges en fonction de ce que vous avez réellement dépensé pour le coup dans votre activité et de retirer de ce bénéfice la rémunération perçue par le dirigeant. Alors que l'entrepreneur individuel, pour le coup, tout le bénéfice est intégralement soumis à l'imposition sur le revenu et aux charges sociales, même s'il n'a pas pris 1 euro de rémunération, tout est intégralement taxé. Le gérant de la SARL, pour le coup, perçoit une rémunération. Et c'est cette rémunération qui est soumise à l'imposition sur le revenu d'une part et aux charges sociales. Donc c'est une différence majeure entre les deux régimes et surtout la capacité d'avoir une vraie société et donc de protéger son patrimoine et ses proches. Alors pour ceux qui souhaitent une protection sociale un peu plus importante, il y a aussi le statut SAS qui entre en compte. Un état des lieux de ce statut rapidement également ? La SAS connaît un engouement très important pour plusieurs justes motifs. Le premier, c'est que c'est d'une simplicité déconcertante à monter, on y met un petit peu ce que l'on veut, on peut complètement organiser la SAS en termes de statut et donc décider d'un mode de rémunération, un mode d'assemblée générale et de convocation des actionnaires, des associés. Donc c'est une grande liberté la SAS. Également un engouement très important pour les startups puisque ça permet de faire des statuts complètement sur mesure, d'avoir des actions de préférence, d'avoir des dividendes prioritaires, de complètement organiser la vie des associés et de la société.
Et en plus, autre intérêt important pour le dirigeant de la SAS, il est assimilé à un salarié, qui est un statut qui est bien maîtrisé. Et bien souvent, les dirigeants étaient hier en fait salariés, seront demain présidents d'une SAS, peut-être encore salariés si les aléas de la vie font qu'ils se retrouvent à nouveau salariés. Donc ça évite quelque part une carrière en dents de scie au niveau du régime social. Et le régime social effectivement des salariés est très bien maîtrisé, bien connu, couvre beaucoup mieux que le régime des indépendants, qui est un régime beaucoup moins coûteux, celui des indépendants, mais qui couvre nettement moins. Et il n'est pas plus coûteux ce statut de SAS à Il est mettre en plus place? coûteux pour le coup pour le dirigeant puisqu'il est assimilé à un salarié, donc il coûte bien plus cher. Oui. Schématiquement, pour une rémunération de 100 net, vous avez quasiment 200 € de charge globale pour la société, alors que quand on est en SARL ou en entreprise individuelle, pour un bénéfice de 100 ou une rémunération de 100, vous avez en gros 40 de charges, donc 140 en tout. Donc c'est effectivement plus coûteux pour le dirigeant. Mais après, le coût de fonctionnement de la SAS sont les mêmes que pour une SARL. Ça reste une société qui a donc forcément besoin d'un expert comptable et d'un avocat pour sa vie juridique et sa vie comptable et financière. Mais les coûts de fonctionnement ne sont pas différents d'une entreprise individuelle. Ce dont on parle moins par contre, c'est que le choix du statut peut avoir un impact sur la fidélisation de ses salariés. Je pense notamment à l'intéressement, participation. Pour le coup, quel statut choisir quand on veut mettre en place ce genre de service? Tout à fait, c'est une très bonne transition. C'est qu'on se rend compte aujourd'hui que ces aspects de fidélisation sont très importants pour nos clients et pour leurs salariés. Dans une société, donc la SAS ou la SARL, vous avez la capacité de mettre en place des plans d'intéressement et surtout des plans de participation également, qui permettent vraiment d'incentiver quelque part les salariés à la réussite de l'entreprise et à les faire rester dans la durée et à être intéressés au succès de l'entreprise. Vous pouvez également mettre des plans d'intéressement dans une entreprise individuelle, mais ce côté transparence complète de la structure peut parfois aussi un petit peu inquiéter les salariés qui sentent bien que l'entreprise et la personne qui la dirige est une seule et même entité, alors que dans une société, vous avez quand même vraiment des murs juridiques qui sont montés, donc un peu plus motivant aussi parfois, mais surtout cette capacité à avoir des outils de rémunération différents, moins coûteux en termes de charges sociales et fiscales, et qui permettent d'intéresser les salariés à la réussite de l'entreprise et donc de sentir complètement faire corps en fait, avec le dirigeant, ce qui permet vraiment de les conserver dans la durée un peu plus longtemps. Merci beaucoup en tous les cas, Denis Barbarossa, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure, toujours en direct du Salon des entrepreneurs et sur YouTube.